Bonjour, je m'appelle Sophie Carquin, je suis romancière, autrice, journaliste. J'ai beaucoup écrit pour la jeunesse et je continue à écrire pour la jeunesse et pour les adolescents des histoires de femmes. J'ai notamment écrit un recueil de portraits de femmes qui s'intitule J'aimerais te parler d'elles et qui rassemble 50 portraits de femmes qui ont marqué l'histoire du XXe et XXIe siècle. Je porte mes livres beaucoup dans les salons, je fais des interventions scolaires en France, dans toute la France. Là, j'ai un agenda très chargé pour l'année. Le livre que je viens de faire paraître le 24 janvier dernier s'intitule Un papillon sur le bitume, en immersion dans un hôpital psy pour adolescents, puisque le papillon, eh bien, aujourd'hui, c'est un peu l'adolescent dont les rêves sont un peu brisés par tout ce qui est éco-anxiété, la panique par rapport à l'état de la planète, et donc il se retrouve un petit peu asphyxié. Dans la maison de Solène, il y a une partie assez importante des consultations qui ont trait au transculturel, c'est-à-dire aux adolescents qui sont coincés, on va dire, entre deux cultures, dont le métissage s'est mal passé, par exemple. Et ça aussi, ça m'a frappée parce que j'ai assisté à des consultations très belles d'adolescents afghans. Ils sont venus avec leur famille d'origine, qui venaient en quelque sorte d'ailleurs et qui se sont retrouvés en France, pour lesquels ça s'est plutôt mal passé. La transculturalité, c'est l'adolescent souffre d'une pathologie particulière. Ça peut être l'anorexie, une grave anorexie, ça peut être des tentatives de suicide à répétition. Et c'est la psy qui va, au cours de la consultation, repérer ce phénomène de transculturalité. Quand je suis entrée en prépa, en Hippocagne, j'ai passé 6 mois sans manger ou en mangeant extrêmement peu. Ça va assez dans le profil de la fille qui veut bien faire, qui travaille beaucoup. J'ai ressenti une espèce d'ivresse à ne rien manger. Je ne me disais pas « je veux maigrir absolument ». Non, j'étais prise dans un faisceau d'exigences. Je travaillais énormément et ça aide plutôt à travailler. Bon, moi, j'ai toujours voulu écrire. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité, est-ce que j'allais faire des lettres et de la philo ou des études de psy? Et en fait, maintenant, tout se rejoint, c'est-à-dire que j'écris beaucoup de textes qui font référence à la psychologie, et notamment à la psychologie des ados. C'est vrai que c'est passionnant, l'adolescence. C'est quand même un moment où, comme disait Françoise Dolto, on n'a plus de carapace. Françoise Dolto parlait du complexe du homard, en parlant des adolescents. L'enfant a une carapace, c'est un petit peu celle de ses parents, enfin, il est encore dans le milieu familial. L'adulte s'est construit une carapace avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a vécu. Et l'adolescent est sans carapace, donc particulièrement perméable à la fois aux troubles, à la fois au dysfonctionnement de la société. J'ai toujours voulu écrire sur les femmes, sur les droits des femmes. J'ai toujours été foncièrement féministe. Donc quel soulagement à partir de 2017, quand il y a eu #MeToo. Là, tout d'un coup, c'est comme une déflagration. C'est ce qui m'a motivée pour écrire J'aimerais te parler d'elle, déjà, qui est sorti en 2019, donc très peu de temps après MeToo. Et surtout, il y a eu conjointement l'essor de la poésie féministe et l'essor de MeToo et tout ce qu'on devait rendre visible, c'est-à-dire tout ce qui était invisible qu'on devait rendre visible. Le harcèlement de rue, par exemple, les histoires de consentement. J'ai vu l'essor de tout ça avec une grande satisfaction. Et après mon livre J'aimerais te parler d'elle, j'ai écrit un premier poème très long qui s'appelle Dans la rue. Et ce poème, je le lis sur un rythme de slam, je le lis en musique. Et en fait, ça plaît énormément. Quand je vais lire ça dans les classes, ça éveille des choses. Je le vois dans les yeux des ados. Je leur demandais ce qu'ils avaient préféré aux adolescents. Et il y a un garçon qui a dit « Ah, celui-là, j'ai vraiment aimé ». Et je me suis dit, si au moins ça pouvait parler à un seul garçon. La maison de Solène, c'est un hôpital psy pour adolescents et adolescentes, où j'ai fait mon immersion pour écrire Un papillon sur le bitume en immersion dans un hôpital psy pour adolescents. Le professeur Marcel Ruffo, qui est un pédopsychiatre extrêmement médiatique. Un pédopsychiatre, c'est un psychiatre qui est spécialisé dans les troubles qui concernent les enfants et les adolescents. Le professeur Marcel Ruffo a dirigé la maison de Solène de 2004 à 2008 avec une femme que j'ai rencontrée aussi, que j'ai trouvée formidable, le docteur Corinne Blanchet, qui est une endocrinologue nutritionniste très spécialisée dans l'anorexie.
Parce qu'au départ, la maison de Solesnes était vraiment une annexe spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Après, ça s'est étendu à d'autres troubles, mais au départ, c'était vraiment, vraiment spécialisé là-dedans. La maison de Solesnes a ceci d'assez extraordinaire, d'être un lieu qui est beau, où il y a beaucoup d'art, beaucoup d'ateliers, comme des ateliers de peinture, d'art plastique, ateliers d'émissions de radio aussi, ateliers musicaux. Les ados ont à disposition énormément d'ateliers auxquels ils s'adonnent pour essayer d'aller mieux parce qu'on essaie de soigner ces troubles de façon distanciée. On ne leur met pas le nez sur leurs troubles. On ne leur dit pas en permanence qu'ils sont anorexiques, il faut qu'ils mangent plus, etc. Non, les patients de la maison de Solesnes ont entre 11 et 18 ans. On les prend jusqu'à cet âge-là parce qu'après, ils vont en psychiatrie et chez les adultes en fait. Il faudrait mettre plus de moyens chez les jeunes. Je pense qu'on est en train de se rendre compte de ça à cause de l'augmentation du nombre de suicides, à cause de l'augmentation des troubles psychiatriques chez les jeunes. Depuis le confinement encore, il y a 30% de troubles en plus. Ça révèle une société qui est trop exigeante probablement sur le plan scolaire, qui est dans la performance. Certains sont vraiment totalement focus sur leur anxiété de performance. C'est très propre aux anorexiques, ça. On m'a laissé assister aux consultations individuelles psy entre les jeunes et la pédopsychiatre. Je n'aurais jamais imaginé qu'on me laisse voir ça parce que c'est quand même... Bon, il y a le secret médical, moi je l'ai respecté parce que j'ai modifié leur prénom, leur physique, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que les jeunes aujourd'hui, je pense, sont pas assez considérés dans leur angoisse par rapport à l'éco-anxiété notamment, qui est très palpable, ça je l'ai vu. Tous les jeudis matins, à la maison de Solesnes, il y a groupe de parole, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent tous en groupe dans l'espace qui s'intitule le club. Donc je les ai tous vus, tous les jeudis, 9 h du matin, ils sont tous en train de dormir plus ou moins. Donc ils sont certains, ceux qui sont sous sonde, les jeunes filles qui sont sous sonde parce qu'elles sont très très maigres, sont là en train de tenir leur sonde et d'osciller et de vaciller un petit peu. Et là, ils débattent de sujets presque d'actualité, de sujets qui les motivent. Et le premier groupe de parole auquel j'ai assisté, ça a été sur l'écologie et l'éco-anxiété. Il y a une petite jeune, je dis petite parce qu'elle était extrêmement maigre, elle, qui dit « J'ai vu dans une vidéo brute qu'on n'avait plus que 90 secondes à vivre ». Alors là, il y en a une autre qui la met un peu en boîte et qui lui dit « C'est quoi l'échelle ?» Parce que 90 secondes, c'est forcément, il y a une échelle de temps. Et là, tout d'un coup, j'ai vu tous ces jeunes qui étaient complètement endormis se mettre tous à se réveiller en disant « Mais oui, on en a marre, arrêtons de fourguer nos déchets à la Thaïlande », haranguant donc les médecins qui étaient là. « Et vous, qu'est-ce que vous faites à l'hôpital ?» Et les médecins répondant on est en train de mettre des choses au point, comme le recyclage des gobelets en plastique. Oui, mais vous voyez, vous allez mettre ça au point, mais c'est maintenant qu'il faut faire les... Vous réagissez comme tous les adultes, nous, c'est maintenant... Donc là, j'ai vu de façon palpable en quoi l'éco-anxiété pouvait être l'une des principales responsables de leurs troubles psychologiques, en fait. La professeure Marie-Rose Moreau, qui dirige la maison de Solesnes depuis 2008, leur disait qu'est-ce que vous avez comme solution vous-même à apporter? Et là, ils disaient mais nous, on a des solutions, mais on ne peut rien faire, c'est vous les adultes qui tenez les rênes. Et là, ils avaient quand même plein de solutions. Donc, ils achètent effectivement, ils sont contre la fast fashion, ils achètent dans des braderies et dans des friperies, sauf que ça coûte très cher maintenant. Il n'y a que 20 lits en hospitalisation. Donc, 20 lits, c'est quand même très peu. Ce n'est pas au premier arrivé, c'est au plus grave, en fait. Par exemple, il y a des jeunes filles qui arrivent aux urgences. Il y a quand même toujours un endroit où on reçoit sans consultation. Et c'est comme ça qu'est arrivée une jeune fille que j'appelle, parce que j'ai changé les prénoms, Pernille, qui avait un prénom assez original, et qui est arrivée à moins de 30 kilos. Les parents ne se sont rendus compte de rien avant qu'elle n'atteigne ce poids. Elles se dissimulent toutes derrière des gros pulls, etc. Donc, cette jeune fille, elle est arrivée là et immédiatement, elle a été hospitalisée parce qu'elle était en danger de mort. Ce que m'ont expliqué les psys concernant l'anorexie, c'est que les cas sont de plus en plus graves, toujours depuis la crise sanitaire, qui a marqué une sorte de fracture. Les plus grosses peurs des jeunes, et ça je le montre bien dans mon livre, il y a la peur de l'échec. Et ça, c'est fou quand même. La demande, les injonctions de cette société à la réussite, on demande aux jeunes de s'orienter de plus en plus tôt. Et ils sont complètement paumés.
Qu'est-ce que vous voulez savoir de vous-même quand vous avez 12, 13, 14 ans? La peur de l'échec, je les ai entendus parler de ça pendant les groupes de parole. L'effondrement climatique et la peur de l'échec, ça reste les deux plus grandes peurs. Le transculturel, c'est le professeur Serge Lebovici, qui est un psychiatre qui est décédé maintenant, mais qui l'avait installé à l'hôpital Avicenne, qui l'avait installé aussi pour les adolescents, mais ça a pris beaucoup d'ampleur grâce à la professeure Marie-Rose Moreau, qui dirige donc la Maison de Solesmes, et qui, elle, a amené tout ce côté transculturel en 2008 à la Maison de Solesmes et qui l'a en quelque sorte laissé s'épanouir. C'est des genres de thérapie familiale, mais pour des familles qui sont entre deux cultures. Il y a des thérapeutes qui viennent du monde entier. La première partie de la consultation consiste à écouter la famille parler. Si ça se passe à la Maison de Solesmes où on soigne les adolescents, c'est que l'adolescent porte le symptôme, comme on dit. Là, l'adolescent afghan, il se mettait en danger, prenait beaucoup de drogue et il faisait une tentative de suicide aussi. Et donc, il fallait essayer de comprendre pourquoi il se mettait en danger. Comment s'était passée l'arrivée en France, par exemple. Donc là, il y avait un traducteur qui était là, qui traduisait tout ce que la famille disait. Les parents expliquaient comment ils s'étaient arrivés en France, combien d'années, etc. Et ce qui m'a impressionné, c'est une fois que l'histoire de la famille a été racontée, la thérapeute principale, c'est-à-dire Marie-Rose Moreau, elle s'est tournée vers l'armada des thérapeutes qui venaient de tous les pays du monde entier en disant « Amalini, qu'est-ce que ça t'inspire ? Jonathan, qui vient du Togo, qu'est-ce que ça t'inspire ?» Et chacun éclairait avec sa façon, avec sa culture venue d'ailleurs, la problématique de cette famille afghane et de l'ado. Qu'on le croit ou non, ça fonctionne vraiment bien. C'est-à-dire que l'ado, il entend ces éclairages venus de tous les pays du monde et ça lui parle. La vérité, elle n'est pas uniquement franco-française ou afghane. Il y a une vérité plurielle qui vient expliquer pourquoi le malaise de cet adolescent. Ce qui m'a marqué, c'est aussi quand je suis allée prendre mes repas. Le premier repas que j'ai pris avec elle, c'était dans la salle à manger thérapeutique. Le jour où je suis allée déjeuner avec elle, le repas, c'était cabillaud, épinards, petit suisse, fromage et une pomme au four. J'ai bien vu l'ambiance très tendue parce que les anorexiques, elles sont là devant leur assiette. Elles regardent ailleurs, elles font les statues. Parfois, elles ne mangent absolument rien. Dans la salle à manger thérapeutique, vous avez 3 tables rondes. Une table de couleur rouge, une table de couleur orange, une table de couleur verte. Il y a une petite fille qui tient des ballons et puis il y a un envol de papillons sur les murs. Tout est destiné à alléger l'atmosphère, mais l'atmosphère est quand même très lourde. Et d'ailleurs, j'ai entendu les ados dire entre elles, c'est glauque, l'atmosphère est glauque. Parce qu'à un moment donné, effectivement, donc sur la table orange, je les entends parler. Et puis tout d'un coup, on arrive au dessert, c'était la fameuse pomme au four. Il y a une jeune fille qui était très anorexique, qui mange quand même 2-3 petites cuillerées de sa pomme au four. Et on a une autre qui dit « Ah, mais tu viens de manger du caramel !» La jeune fille très anorexique sursaute en disant « Quoi ? Mais c'est pas possible, c'est pas possible !» Et là, je me dis « Mais quel est le problème ?» L'infirmière dit à la jeune fille, celle qui a dit « Tu as mangé du caramel ?» Elle a dit « Mais non, c'est pas du caramel, c'est le jus de la pomme. Ne t'inquiète pas, Jade, c'est pas du caramel, c'est le jus de la pomme. » Et là, je me suis rendu compte que le fait d'avoir pris une cuillerée de sucre caramélisé, ça l'avait plongée dans une déprime affreuse, quoi. Au cours de ce même déjeuner, cette même jeune fille se met sur le bout des fesses, sur le bout de sa chaise, sur le bout des fesses comme ça, sur le devant de sa chaise, et j'entends l'infirmière lui dire « Jade, s'il te plaît, tu t'installes correctement dans le fond de ta chaise. » Je me dis, si elles n'ont même pas le droit de s'installer comme elles veulent. Après, quand on est sorti du self, je demande à l'infirmière, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu lui as demandé de s'installer dans le fond de sa chaise? Elle me dit, mais parce qu'au self, les plus anorexiques d'entre elles font du gainage. C'est-à-dire que tout en mangeant, pour essayer de ne pas prendre de calories et de continuer à perdre du poids, elles font du gainage sur le bout des fesses. Elles sont obsédées par la perte de calories en tout point. Il y a une chose qui m'a particulièrement marquée aussi, c'est une jeune fille qui s'appelle Baya. Et elle était tout le contraire d'une anorexique, plutôt en léger surpoids, extrêmement extravertie, très décolletée, se mettant un peu en danger. Et cette jeune fille, je l'ai appris pas de sa propre bouche, mais la psy, après son passage, pendant une consultation, m'a dit « Je suis à la limite de faire un signalement parce que Baya se met en danger, elle est sur un site de prostitution occasionnelle. » Et elle dit « Je n'ai pas le droit de le dire à sa mère parce qu'elle est obligée de respecter le secret médical. »
Mais ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'après, j'ai assisté à la consultation avec la mère de Baya. La psy n'avait pas le droit de dire, puisqu'elle était censée respecter le secret médical de cette jeune fille. Sauf que je sentais bien que quelque chose était en train de se dire, de se transmettre. Quand la mère, à un moment donné, a dit je ne sais pas comment ma fille finance son cannabis, parce qu'elle n'a pas d'argent de poche. Et la psy a dit à votre avis, elle peut trouver de l'argent où? Et la mère a dit tout y est passé. J'ai réfléchi à tout. Je me suis demandé si elle volait. Je me suis demandé si elle dealait. Et la psy a dit et oui, et encore. Elle dit je me suis aussi posé la question de l'argent facile pour les filles. Oui, c'est-à-dire, vous pensez à quoi? Je pense à la prostitution. Et là, j'ai senti quelque chose se disait sans se dire, parce qu'on n'a pas le droit. J'étais au cœur d'une espèce de transmission sans les mots, et ça, c'était extrêmement émouvant aussi.